le chemin de fer de la Guyane française. C'est la grande affaire de ce début de siècle. Dans un supplément au journal officiel du 24 mars de l'année 1900 figurent tous les détails d'un projet qui a fait l'objet d'une délibération du Conseil général dans ses séances des 17, 18 et 19 janvier de l'année 1900. Un projet ambitieux qui vise à relier Cayenne aux principaux placers en activité. Il est vrai que depuis 1855, les découvertes successives de gisements sur l'Aprouag, à la Comté, à Mana et dans la vallée de Sinamari ont entraîné une migration massive. Et puis pour les autorités locales se pose la question des communications entre la côte et l'intérieur, qui abrite quelques 10 000 orpailleurs, travaillant directement ou indirectement pour des sociétés. En 1901, la découverte des gisements d'or, du dernier grand gisement d'or dans la région de Maroni, qui va asseoir la production minière qui fait de la Guyane une véritable colonie minière. Une colonie du début du siècle où l'orpaillage représente la principale activité depuis l'abandon des plantations par les anciens esclaves. Des hommes et des femmes qui en sont encore à savourer les délices de la liberté reconnue 52 ans plus tôt et qui, en abandonnant les plantations, ont provoqué la disparition progressive des cultures d'exportation. L'abolition de l'esclavage a modifié la société à partir de 1848 et dont les évolutions de cette société sont en cours au début du XXe siècle. Alors, ce début du XXe siècle, des années 1900 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, c'est encore la Guyane coloniale. C'est quoi? Eh bien, c'est d'abord une période où les Guyanais doivent vivre de leur production. C'est la production qui détermine le niveau de vie. Si cette production est heureuse, le niveau de vie des Guyanais s'en ressent. Si cette production ne parvient pas à être vendue, le niveau de vie baisse. Sous la période coloniale, la colonie est en général relativement pauvre, même à l'époque de l'or. Une Guyane du début du siècle qui se voit fixer ses frontières définitives avec le Brésil. En décembre de l'année 1900, le Conseil fédéral de Berne met un terme à l'affaire du territoire contesté entre l'Amazone et l'Oyapock, et sur lequel la France comme le Brésil a des projets. 5 ans plus tôt, des affrontements pour cette portion de terre de 260 000 km², près de 3 fois la Guyane actuelle, avaient tendu les relations entre les deux pays. En ce mois de décembre 1900, la Suisse, désignée comme arbitre, décide d'attribuer au Brésil le territoire d'Amapá. À l'aube de ce XXe siècle, la Guyane se montre également inquiète pour le drame que vivent les Martiniquais de la commune de Saint-Pierre. Le 8 mai 1902, la montagne Pelée entre en éruption, détruisant la ville. Dans le journal officiel, la population est tenue informée des premières alertes données par le volcan. Dans les journaux, le gouverneur Joseph François et le maire de Cayenne, Henri Richard, informent de la mise en place d'un comité permanent de secours pour venir en aide aux victimes de la catastrophe. Dans les années qui suivent, c'est dans la région de Rémire que s'installent les rescapés de ce drame, donnant naissance au bourg de Montjoly. Dans cette Guyane qui, en 1911, compte 49 000 habitants, dont 12 000 chercheurs d'or, près de 6 500 bagnards, la population civile ne représente que 26 325 individus. Une population dont le mode de vie, jusqu'à la fin des années 30, sera marqué par l'intense solidarité qui existe entre les différentes couches de la société, en dépit de la pauvreté de la colonie. Il fallait voir nos malheureuses qui vivaient dans des conditions très difficiles, les femmes qui n'avaient pas d'argent et qui vivaient de lessive. Alors à la première poussée de l'infangile, ça devenait une poursuite vers l'éléphantiasis. La Guyane était peuplée de malheureux. Tout reposait en quelque sorte, je dirais, le primum vivere découlait de l'agriculture et du fonctionnariat, il faut le dire. On était éclairé avec des réverbères. Il fallait accoter l'échelle au poteau et tous les soirs on allumait le réverbère.
Et puis au moins sous de vent, et ça s'éteignait. L'élevage était libre. Souvent dans les rues le soir, il faisait si noir qu'on rencontrait les bœufs. Oui, j'ai connu ça, j'ai connu cette époque. C'était vraiment un pays qui était à la traîne du monde. Mais il y faisait très bon vivre parce qu'il y avait une solidarité extraordinaire. Dans le temps, nous avions toujours une petite porte de communication. Tous les événements familiaux, généraux étaient communiqués avec les voisins, en face ou à côté. Une colonie dont la vie est rythmée par les départs et arrivées des gouverneurs successifs, une vingtaine entre 1902 et 1930. Des arrivées et départs des représentants du gouvernement marqués par un cérémonial auquel s'associe la population, participant à la procession qui conduit le responsable de la colonie, du quai de Cayenne, à l'ancien palais des Jésuites, dont les gouverneurs ont fait leur résidence. Le gouverneur, assisté dans sa tâche par un conseil privé, dont les attributions sont purement consultatives, fait exécuter ou exécute les décisions du pouvoir central. Il est le seul véritable chef de la colonie. Le gouverneur de la colonie, vous savez, avait notamment le droit de promulguer des lois votées par le Parlement quand il l'estimait opportun, même des lois concernant l'outre-mer. Et le gouverneur était le seul maître des créations d'emplois et de nomination des fonctionnaires. Et les fonctionnaires n'avaient pas du tout les garanties qu'ils ont maintenant. Et le gouverneur vraiment était un petit proconsul. En 1914 est publiée dans la colonie l'annonce de la déclaration de guerre de l'Allemagne à la France. Jusqu'à cette année, les descendants d'esclaves libérés en 1948 n'avaient jamais eu à défendre les couleurs de leur patrie. La loi du 21 mars 1905 sur le recrutement de l'armée ne prenait pas en compte les originaires des colonies. Une nouvelle loi de 1913 permet l'incorporation de Guyanais qui, nombreux, répondent à l'appel de la métropole coloniale. 280 d'entre eux y laissent la vie. On parle à l'époque de l'impôt du sang. La Guyane participe également financièrement à l'effort de guerre par une adhésion aux collectes lancées en métropole et dans les colonies comme l'œuvre de l'orphelinat des armées. Et puis on attend aussi de la colonie de la Guyane qu'elle fournisse de l'or. Des sursis sont accordés à certains pour permettre le maintien de l'activité de placéens. Mais en dépit de la prise d'un certain nombre de dispositions, dispense à la législation sur les importations, privilège exceptionnel à la Banque de la Guyane, la colonie, à la sortie du premier conflit mondial, est dans une situation économique difficile. Les habitants reportent leur espoir pour des jours meilleurs sur les épaules d'un homme, Jean Galmo. Celui-ci est arrivé dans le pays en 1906 pour s'occuper de diverses affaires. Alors Galmo, sur le plan guyanais, il était connu pour diverses raisons. D'abord, c'était un journaliste qui, à un certain moment, avait remplacé en Guyane, dans le placeur d'Hélice, son beau-père, qui était un ambassadeur américain et qui avait une concession par là. Alors on l'avait connu de ce côté-là. Bon, on l'avait connu ensuite comme directeur de la maison Chiris, de la maison Antoine Chiris. La maison Chiris, sous contrat avec le gouvernement à partir de 1915 pour l'approvisionnement de la colonie et du centre pénitentiaire. Galmo, qui a d'autre part le contact facile, se fait de nombreux amis et certains qui l'ont connu ont eu à en témoigner. Moi, j'avais pris l'habitude, il allait à la messe à pied avec ses amis, le grand Iki et les autres. Et il avait pris l'habitude, une fois, que nous étions groupés, une dizaine de jeunes devant l'entrée de la cathédrale. Il est passé, à ce moment-là, on regardait, nous l'avons salué. Il est venu à nous, il nous a donné la main. Alors, à partir de ce moment, nous étions devenus, si vous voulez, presque amis. Tous les dimanches, on l'attendait, on allait même à sa rencontre. À la tête des affaires dont il a la gérance ou qu'il crée, un comptoir pour un fabricant de parfums français, une grosse maison de commission américaine, la Société des mines d'or du Maroni, Galmo se montre dynamique, est présent partout dans le pays et n'hésite pas en ces temps difficiles de guerre 14-18 à aider les plus défavorisés. Jean Galmo monte également des comptoirs aux Antilles, au Venezuela. Ses rhumeries dans ces différents territoires contribuent à sa fortune, faisant de lui une des principales sources d'approvisionnement de l'armée française en Rome. Populaire,
Riche, il se retrouve choisi par le peuple à l'élection législative de 1919. Galmo a été le premier métropolitain vivant dans le pays et élu par le pays. Il n'a pas eu besoin de faire de combinaison d'argent. Il a eu des dépenses électorales certainement, comme tout le monde. Mais ce n'est pas en raison de dépenses d'argent qu'il a été élu, pas du tout. Ça a été l'inverse. Ce qui fait qu'il est apparu comme un concurrent terrible pour Gobert. C'est à ce moment-là qu'a commencé à naître cette opposition qui est devenue une haine et qui a été la cause de l'affaire Galmo dont vous parlez aujourd'hui. Galmo s'est présenté, il a été élu haut la main. Gobert n'a pas pu, à la première élection, s'opposer à lui. Eugène Gobert, le maire de Cayenne de l'époque, qui voit dans la popularité de Galmo un adversaire. Ce dernier, durant sa députation, ouvre des commerces en commune et crée la Société des transports guyanais qui fait faillite en 1922. Mais la guerre qui a pris fin entraîne un ralentissement des activités. Les prix chutent. Le bois de 1600 francs la tonne passe à 250 francs. La fourniture de rhum à l'armée est arrêtée et le monde des affaires lui mène la vie dure. Galmo se retrouve endetté. Il était arrivé là incontestablement en tête des affaires romières des Antilles. Il avait même conçu de créer une flotte romière avec la Martinique pour expédier le rhum vers ici, rhum et le sucre. Et il était suivi, mais il avait contre lui tous les importateurs d'ici, de Nantes, du Havre, enfin tout cela, de la côte atlantique, qui ont tout fait pour le foutre par terre. Excusez l'expression. Et ils y sont parvenus. Pourquoi? Parce que Galmo qui fournissait pendant la guerre, je crois vous l'avoir déjà expliqué, Galmo qui fournissait pendant la guerre le rhum à la France, c'est-à-dire aux armées, aux hôpitaux, le rhum servant à ce moment-là, au point de vue thérapeutique, et surtout, hélas, dans les tranchées, à soigner les gens, tout d'un coup, s'est trouvé en face d'un déficit considérable parce que l'armistice a été signé en novembre 18. Arrêté et condamné à la fin de l'année 1923 pour trafic illégaux et faillite frauduleuse, Galmo se présente néanmoins à l'élection législative de 1924. Il est battu par un certain Lottier, soutenu officiellement par le maire de Cayenne, Eugène Gobert, et le gouverneur Chanel. Du côté des partisans de Jean Galmo, on crie à la fraude électorale. Galmo est revenu à Cayenne. Il est revenu à Cayenne et c'est à ce moment-là que la foule l'a reçu. J'ai assisté et avec Grand-Qui. Vous étiez où? J'étais du côté du port de Cayenne. Hein. C'est là qu'on l'a reçu. Il était venu par bateau. Alors, certainement, lui, il avait décidé de renverser la municipalité de Cayenne. À ses partisans, Galmo fait le serment de se battre jusqu'à son dernier souffle pour le pays qu'il a choisi. Les contestations et les conditions du déroulement de cette élection législative de 1924 conduisent le pouvoir central à dépêcher une mission d'enquête dans la colonie. Celle-ci ne se prononce pas pour une annulation de l'élection de Lottier, mais formule d'ores et déjà des recommandations pour les législatives de 1928. Entre-temps, Galmo, qui a été déclaré inéligible, revient en Guyane. Ne pouvant se présenter, il invite ses électeurs à voter pour un de ses amis, Georges Anquetil. Il s'ensuit une des campagnes d'affiches peut-être la plus dure qu'ait connue la colonie dans son histoire. Lottier est réélu. On parle à nouveau de fraude et de manipulation des listes électorales. Une première manifestation pour l'annulation des élections conduit les supporters de Galmo devant l'hôtel du gouverneur. Le bruit court d'une possible arrestation de Jean Galmo. C'était le gouverneur Maillet. Et alors le gouverneur Maillet a pris la précaution de réunir son conseil privé. C'était les notables de la ville. Alors il leur a posé la question. Les conseillers lui ont dit, mais ne faites jamais ça. Hein. On ne peut pas savoir ce qui peut se passer si vous arrêtez cet homme.
Quelques jours plus tard, la Chambre des députés valide l'élection de Lothier. Décidé à en finir avec la municipalité de Cayenne, qui gère la plus importante liste électorale, les partisans de Galmo obtiennent du gouverneur la démission de l'équipe Gobert. À l'élection municipale qui suit, une seule liste est présentée, celle de Jean Galmo, élu à l'unanimité. Dans les semaines qui suivent, Jean Galmo, malade, décède à l'hôpital des Sœurs de Cayenne. Ses partisans parlent d'empoisonnement, s'en prennent aux amis de Gobert. Bilan des émeutes, 6 victimes, dont le docteur Jean Clément, chef de service de l'instruction publique. Il s'ensuit une série d'arrestations et un procès retentissant à Nantes en 1929. Procès qui fait connaître un jeune avocat guyanais ayant la charge de la défense de ses compatriotes, Gaston Monerville. Ce n'était pas tellement l'acte fait par un tel, ou l'acte dont on accusait un tel qui était notre procès. Notre procès, ce n'était pas ça. Notre procès, c'était, si je puis dire, la situation juridique et civique des originaires d'outre-mer dans l'ensemble français. Oui ou non étions-nous des citoyens français? Oui ou non nos droits de citoyens français avaient-ils été respectés et avaient-ils l'habitude d'être respectés? Oui ou non la France nous considérait comme des égaux? Ou est-ce que nous étions, nous, du fait que nous étions des coloniaux, comme on disait, en marge et à rejeter? Si vous lisez ma plaidoirie, vous verrez que tout le début de ma plaidoirie, c'est ça, que je portais ce procès qui dépassait ma personne, qui dépassait ses accusés, qui dépassait la Cour, et même vous, messieurs les jurés, qui s'adresse directement à la nation, eh bien, je viens le porter à la barre de la nation. Je l'ai dit, je l'ai répété, je l'ai développé. Ma plaidoirie personnelle a été surtout ça. Sur un plan politique, le gouvernement est amené à tirer les leçons du déroulement des élections législatives de 1924 et 1928. L'affaire Galmo, c'est le dernier soubresaut politique qui permet à la Guyane de sortir d'un système politique colonial qui niait les droits de l'homme, qui niait la représentation populaire et qui faisait par exemple de la fraude électorale une véritable institution. Avec l'affaire Galmo, on sort de cette période-là pour aller vers une pratique démocratique, une pratique institutionnelle un peu plus conforme à l'idéal républicain. De retour en Guyane, Gaston Monerville reçoit un accueil triomphal. Le président de l'Union des jeunes avocats de France se lance dans la politique et en 1932, il est élu député de la Guyane. Gaston Monerville est là porteur d'un programme tout à fait nouveau en matière économique. Il parle à l'époque de l'exploitation aurifère sur des bases modernes, des bases beaucoup plus rationnelles et non pas d'orpaillage. Il parle également de la culture agricole lancée autour de la banane. Donc, qui fait que les chambres consulaires, chambres de commerce, chambres d'agriculture, le conseil général, même la franc-maçonnerie, tous ont été soudés à Gaston Monerville car ils y ont vu quelque part l'homme qui allait donc changer véritablement le retard économique de la Guyane. Élu maire de Cayenne en 1935, Gaston Monerville fait porter son effort dans un premier temps sur le développement et l'amélioration des conditions de vie du chef-lieu, tout en veillant également à ce que les représentants du gouvernement s'efforcent de mener des actions à destination des communes, avec lesquelles les liaisons à partir de Cayenne et les liaisons entre elles sont particulièrement difficiles, en l'absence de route, voire de piste. La traversée se faisait en 2 ou 3 voyages. S'il y avait des passagers à traverser, de la marchandise et tout ce qui s'ensuit, et ça se faisait en canot. En canot, soit à la rame ou à la voile lorsque la marée était propice. Mais alors là, c'était vraiment une gymnastique. En fait, pour bon nombre de Guyanais de l'époque, seule l'affectation en commune ou une circonstance bien précise amène à se déplacer pour les uns vers le chef-lieu, pour les autres vers les communes, qu'elles soient du littoral ou de l'intérieur. Instituteur, institutrice, t'es qu'à venir faire l'école. Comme ça, mais par bateau. Je me rappelle, j'étais jeune maintenant au catéchisme. C'était à pied, on venait le samedi matin,
au catéchisme. Le dimanche matin, on devait assister à la messe. Et puis retourner l'après-midi à pied. Il n'y avait pas de voiture, il y avait une seule voiture, c'était M. Verdosa qui faisait le trajet Sinamari-Kourou 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. Vous faisiez combien de kilomètres à pied? 18. 18 kilomètres à pied. Ah. Mais c'était pas facile. Hein? Chaque fois nous descendons, nous les Haïtiens, quand nous avons choisi une fête, une bagaille, une mois qui a une fête, une bagaille, nous avons dit, ah, moi les descendre pour 14 juillet, ou bien moi les descendre pour 15 août, une bagaille. J'étais parti avec ma mère pour acheter mes effets de première communion. Je suis parti, on a fait au moins une dizaine de kilomètres à pied, et puis après on a pris la voiture pour arriver jusqu'à la pointe Macoya pour prendre la vedette pour aller à Cayenne. Là, je me rappelle très bien de cela. J'avais 10 ans, mais je me rappelle très bien de cela. Ceux qui étaient affectés en commune découvraient pour certains le mode de vie d'une population vivant des produits de la chasse, de la pêche, de la bâtie et fabriquant elle-même certaines denrées de première nécessité, telles le pain et le chocolat. Un autre mode de vie pour certains qui parfois n'avaient jamais quitté Cayenne. Lorsqu'on était nommé en commune, il fallait s'adapter ou pas, ou bien être rejeté. J'allais le jeudi à la campagne donner un coup de main, je râpais du manioc. La chasse, je n'ai pas aimé dès le début, mais je vivais dans le milieu paysan rural, si bien que je ne râpais pas la quantité, j'avais mon cuit de couac, j'avais mon paquet de cassave, etc. C'était ma part. Le gars allait à la chasse ou à la pêche, il y avait un cuit de poisson, de viande, etc. Du lait, etc. Quand un jour j'ai essayé, j'étais gêné, de dire, et à combien? Et mon papa dit mot comme ça, est-ce à vous-même qui demandez? Et c'est à vous-même qui demandez, c'est tout. Mais en contrepartie, quand je revenais de Cayenne, il y avait des cadeaux de choix, cartouches, etc. Tout ce qui ne blessait pas leur susceptibilité de façon à leur faire comprendre que tu étais en train de payer. Alors, ce qui fait que les choses allaient pour le mieux. On était intégrés. Certains de ceux et celles qui ont eu à servir en commune y ont créé un foyer et n'ont jamais quitté le lieu de leur nouvelle affectation, ayant pourtant mis les pieds au départ en terre inconnue. C'est mon beau-père qui m'a accueilli à ma descente du car. Je ne connaissais personne. Mais lui connaissait la famille Berland, vous voyez. Alors il m'a accueilli, je suis restée 2-3 jours chez eux. Et il m'a trouvé un petit logement là, dans la rue derrière. Ça appartenait aux Latidines, vous voyez. Un petit logement là. J'ai vécu là pas très longtemps, puisque vous savez que quand on est jeune, ce qui arrive, je souris parce qu'il avait un fils de mon âge, et ce fils souvent m'accompagnait là, et puis c'est ainsi quoi. L'année suivante, on était fiancés, mariés, puis ça y est. De ces années, de nombreux Guyanais retiennent la volonté de réussir de ceux qui sont scolarisés et qui travaillent le soir dans des conditions difficiles, en l'absence d'alimentation continue en électricité, quand on n'en est pas tout simplement privé. Il y avait une volonté d'en sortir, et je me rappelle avec fierté pour mon pays les petits-enfants qui allaient pieds nus et qui ensuite se trouvaient au lycée. Ben non, il n'y avait pas encore de lycée quand j'étais jeune, au collège, et qui ensuite partaient au lycée en France, jusqu'à ce que le docteur Jean, que malheureusement mes compatriotes ont tué au moment des affaires Galmo, qui a mis en place, qui a permis l'existence de lycées en Guyane. Ça, il fallait le dire.
Et par conséquent, il y avait une joie de vivre. Nous étions contents de ce que nous étions. Et puis surtout une très grande solidarité entre nous. On retiendra encore des premières décennies de ce XXe siècle les transformations de certaines rues, places et monuments caractéristiques de la colonie.